Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans votre podcast, le ciel était bien silencieux hier, les aéroports nationaux étaient vides et cela a eu des conséquences. Chaque grève, c'est 30 000 passagers. Ensuite, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a revu à la baisse ses perspectives de notes de crédit pour la Belgique. Et donc il faudra un moment un assainissement. Et on finira par l'analyse de Peter de Keyser sur cette même problématique. La Belgique a-t-elle un problème de gouvernance structurelle ? Réponse dans ce podcast. Z sur 7 à la une. Un ciel bleu-azur pour cette période de vacances, mais désespérément vide. En effet, tous les vols au départ des aéroports nationaux ont été annulés hier. Un aéroport vide et une certaine exaspération de la part de la direction. On écoute Nathalie Pierrard, porte-parole de Charleroi Airport. Il y a eu déjà 4 ou 5 grèves depuis le début de l'année, donc chaque grève c'est une grève de trop. Chaque grève c'est 30 000 passagers si on annule tous les vols qui ne peuvent pas prendre leur vol. C'est une activité à l'arrêt, une journée complète à l'arrêt avec beaucoup de personnes qui doivent prendre des jours de congé, des partenaires qui ne peuvent pas faire de chiffres. Donc c'est vrai qu'il y a un certain énervement de notre part. C'est un sentiment partagé par les agences de voyage et malgré la date connue et arrêtée de cette grève nationale, les détails n'ont été connus que très tard. Jean-François Defour, président de la Fédération des agences de voyage. Je vous dirais que nous sommes énervés, fatigués et surtout très remontés contre la manière par laquelle ça se passe pour l'instant. Nous avons appris ce week-end la liste des vols annulés ou supprimés. Nous avons donc pu réagir auprès de nos clients. Et puis c'est seulement hier à 17h30 que nous apprenons que Brussels Airport sera totalement fermé. Pas de vol au départ. Ces mouvements de grève ont un impact financier certain sur ces agences, mais c'est surtout la masse de travail supplémentaire qui pèse sur leurs épaules, puisque les tours opérateurs ont une responsabilité envers leurs clients. Jean-François Defour. Lorsque le client a réservé chez nous ce qu'on appelle un package, un voyage organisé comprenant un vol et un hôtel, nous lui devons assistance. Donc nous devons lui trouver une solution. Par exemple, partir un jour, 2 jours plus tard, ou pas mal de tour opérateurs ont mis en place des solutions mis en place des cars au départ de Bruxelles pour partir vers Amsterdam, Rotterdam ou Anvers. Donc nous essayons de trouver une solution. À l'aéroport de Charleroi, les quelques passagers présents attendaient le bus pour l'aéroport de Maastricht. Ryanair a quant à lui purement et simplement annulé tous ses vols. Le manque à gagner est conséquent puisqu'une paralysie des airs peut s'élever à quelques millions. Une nouvelle journée d'action a été prévue pour le 27 juin prochain. Aéroports et agences de voyage espèrent cette fois être informés à temps afin de s'y préparer le mieux possible. Z sur 7 à la une. L'agence de notation américaine Standard & Poor's a confirmé les bonnes notes de crédit de la Belgique. En revanche, elle a revu sa perspective de stable à négative. Cette révision témoigne des préoccupations croissantes sur la trajectoire budgétaire du pays, alors que le déficit public belge figure parmi les plus élevés de la zone euro. Philippe Ledan, senior économiste chez ING, nous explique. Quelque part, Standard & Poor's dit, voilà, dans l'état actuel des choses, si les choses continuent comme ça, on pourrait à un moment être amené à dégrader la note. Donc c'est un premier signal négatif pour dire, voilà, il y a quelque part beaucoup de promesses, mais fondamentalement la situation reste instable, déséquilibrée. Et donc, il faudra à un moment un assainissement. Le déficit budgétaire fédéral atteindra cette année 4% du PIB, soit 25,5 milliards d'euros, loin des 3% préconisés par l'Europe pour 2029. Ce n'est pas la première fois que la Belgique est confrontée à un problème de finances publiques. Cette fois-ci, le contexte de gouvernance est différent. Philippe Ledan. On n'arrive pas dans une situation pareille de finances publiques sans avoir eu un faisceau d'éléments qui le justifient. Donc tous ces éléments mis ensemble, un manque de rapidité dans les réformes, un manque de
croissance, une lourdeur institutionnelle. Tous ces éléments, c'est ça qui crée une situation telle qu'on a aujourd'hui. Mais je préciserai quand même qu'encore une fois, rien n'est neuf dans ce que je viens de dire. Selon Philippe Ledan, la Belgique doit impérativement retrouver le chemin de la croissance qui est aujourd'hui en net ralentissement. Le défi s'annonce d'autant plus complexe pour la formation Arizona qui devra engager des réformes structurelles majeures. Marché du travail, fiscalité, pensions, dépenses publiques, autant de dossiers explosifs qui risquent de compliquer fortement les négociations. Philippe Ledan, senior économiste chez ING pour finir. La Belgique a déjà fait par le passé de gros efforts et a réussi à assainir ses finances publiques. Donc oui, il est réaliste de penser que sur un horizon de 10 ans, nous sommes capables d'assainir nos finances publiques en prenant les problèmes à bras-le-corps. Mais par le passé, ce qu'on voit aussi, c'est qu'à chaque fois, il y avait un objectif clair et il y avait une espèce de consensus de dire tout le monde s'y met et tout le monde avance dans la même direction, là où aujourd'hui on voit que c'est surtout source de tension. Standard & Poor's estime cependant que les plans du gouvernement Arizona pour 2025 apportent une clarté et une volonté politique d'aller vers une prudence budgétaire. Elle met néanmoins en garde contre les obstacles à la mise en œuvre de ces réformes, notamment une forte opposition sociale à l'austérité, opposition qui se fait déjà entendre dans les rues belges. Pour aller plus loin dans la compréhension de ce problème, Peter de Keyser nous propose son analyse. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Comme mentionné, la Belgique se débat depuis des années avec des déficits budgétaires récurrents, ce qui soulève des questions sur la gouvernance de notre pays. Dans un contexte d'incertitude économique croissant, de hausse des prix de l'énergie et de paysages géopolitiques complexes, la question d'une réforme structurelle devient de plus en plus pressante. Peter de Keyser va nous aider à comprendre ce problème plus en détail à partir de 3 questions. La Belgique semble être structurellement aux prises avec ses déficits budgétaires depuis des années. Qu'est-ce que ce dérapage budgétaire permanent révèle de notre culture de gouvernance ? Alors d'abord les chiffres. La Belgique a beau être située en Europe occidentale, nos chiffres budgétaires sont depuis longtemps ceux de l'Europe du Sud. Les chiffres du FMI illustrent la gravité de la situation. D'ici 2030, la dette publique totale de la Belgique atteindra près de 126% du PIB. Avec cela, nous n'aurons qu'à battre la France et l'Italie. Et nous ferons même moins bien que la Grèce. Dans le même temps, le FMI s'attend à un déficit budgétaire de pas moins de 7,6% du PIB d'ici là, soit le déficit le plus important de tous les pays industrialisés. Aujourd'hui, ce n'est plus une exception. Au cours des 50 dernières années, la Belgique n'a connu qu'une poignée d'années d'excédent budgétaire. Les déficits sont devenus presque structurels. Qu'en est-il de notre culture de gouvernance ? La culture de gouvernance budgétaire de la Belgique se caractérise par un manque de planification à long terme, une tendance structurelle à reporter les choix difficiles et à privilégier le compromis plutôt qu'une orientation stratégique claire. Cela témoigne d'une culture dans laquelle il est plus important d'éviter les décisions douloureuses et de maintenir le statu quo que de poursuivre les réformes structurelles. De plus, notre structure étatique complexe signifie que les responsabilités sont souvent fragmentées, ce qui rend encore plus difficile la mise en œuvre de politiques cohérentes. Bref, la Belgique vit la politique au jour le jour, sans priorité claire et sans véritable vision à long terme. Qu'est-ce qui a permis à la Belgique de retarder si longtemps sans conséquences majeures et pourquoi en est-il autrement aujourd'hui ? Pendant des décennies, la Belgique a bénéficié d'un contexte international exceptionnellement favorable. La mondialisation a assuré la croissance, l'énergie est restée bon marché, les dividendes de la paix, de l'après-guerre froide, ont apporté la stabilité et les taux d'intérêt mondiaux ont baissé. De plus, l'introduction de l'euro nous a permis de vivre au-dessus de nos moyens sans que les marchés financiers ne nous prennent immédiatement au dépourvu. Mais cette situation a profondément changé. Aujourd'hui, nombre de ces avantages ont disparu. Les dividendes de la paix ont disparu, le commerce mondial est faussé, les prix de l'énergie ont fortement augmenté et les taux d'intérêt remontent progressivement. En outre, nous assistons à un affaiblissement structurel de notre industrie. Les conditions qui nous ont protégés pendant des années ont disparu. La Belgique ne peut plus se permettre sa culture de la procrastination. Et pour finir, si la procrastination et le court-termisme sont bien ancrés, quels sont les changements fondamentaux nécessaires pour vraiment sortir la Belgique de cette crise ? Pour progresser réellement, il ne suffit pas de faire les économies ou d'ajuster les impôts ici et là.
Cela revient à traiter les symptômes. Ce dont nous avons besoin, c'est un changement culturel fondamental. La Belgique doit oser faire des choix difficiles et fixer à nouveau des priorités stratégiques, au lieu d'essayer de satisfaire tout le monde en permanence. Certaines réformes importantes sont urgentes. L'autonomie fiscale des régions, par exemple, en les rendant responsables de leurs propres recettes. Un refinancement du niveau fédéral est nécessaire, mais seulement après un débat sérieux sur les tâches essentielles du gouvernement et une analyse comparative avec des exemples internationaux. Nous devons fixer des objectifs clairs avant d'allouer des ressources. Cela signifie également qu'il faut introduire des mesures et des objectifs de productivité pour les fonctionnaires et au moins geler le nombre de recrutements nets dans l'administration. La planification à long terme devrait à nouveau occuper le devant de la scène, avec des budgets axés sur la prochaine décennie plutôt que sur les prochaines élections. Les hommes politiques devraient être récompensés en fonction des résultats obtenus et pas seulement en fonction des compromis. À cet égard, il est essentiel d'oser dire non aux groupes de pression. En conclusion, la Belgique peut s'accrocher à sa couverture de confort de l'indécision, mais pas pour longtemps. Dans les turbulences actuelles, il ne nous reste qu'une petite fenêtre pour redresser la situation nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Peut-être la Commission européenne, mais beaucoup plus probablement les marchés financiers. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons aux 4 dernières minutes du podcast et aujourd'hui nous allons analyser les marchés financiers avec Olivier Colsoul, expert d'AG Insurance. Nous sommes 4 semaines après les annonces de Donald Trump sur les tarifs douaniers et on est de retour à la case départ. Mais on peut tirer des enseignements de ce mois passé. Olivier Colsoul. Je dirais que le mois en fait s'est déroulé en 2 ou 3 actes. Alors le premier acte, c'était l'annonce le 2 avril de ces mesures tarifaires, je dirais pунitives, voire même prohibitives, puisque ça a créé une onde de choc sans précédent avec cette guerre commerciale un petit peu tous azimuts. Alors je dirais les bourses ont assez été lourdement secouées. On a vu aussi la volatilité sur les marchés financiers exploser. Donc le VIX avait, donc l'indice de la peur a atteint un niveau qu'on n'avait plus vu depuis la crise Covid. Et puis alors, chose atypique, parce que normalement, en cas d'aversion du risque, eh bien, cette fois-ci, on a connu une baisse du billet vert et aussi une hausse des rendements des obligations américaines, sans doute parce qu'il y a eu une méfiance de la part des investisseurs étrangers vis-à-vis des actifs américains. Les marchés ont aussi montré leur capacité à répliquer et à faire fléchir le président américain. Oui, ça c'est le deuxième acte, en fait le tournant. À un moment dans le marché, on disait qu'il n'y aurait sans doute pas de Trump put, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de mesures intentionnelles de la part du président américain pour stopper cette hémorragie sur les marchés financiers. Alors il y a eu 3-4 baisses de séances, enfin 3 séances de fortes baisses, et puis après on a vu finalement ce put arriver d'une manière ou d'une autre par ce moratoire de 90 jours sur une partie des droits de douane réciproques. Et donc là, effectivement, on a vu que le marché a été quelque part soulagé. Et puis aussi, il y avait aussi des craintes concernant la Réserve fédérale américaine. On a dit aussi qu'elle aurait du mal à éventuellement réagir puisque les marchés pensaient que l'inflation pourrait ressurgir suite au relèvement des droits de douane. Et donc là aussi, il y a eu un peu de changement en la matière. En effet, le troisième acte, il s'agit de la Fed que Donald Trump a ouvertement critiquée. Ces remarques ont suscité de nombreuses inquiétudes, notamment sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. En fait, quelques jours après, on a aussi appris qu'il n'était plus question de vouloir limoger le patron de la Réserve fédérale américaine. C'était à l'étude pourtant. Oui, c'était un moment en discussion, mais c'était sans doute trop compliqué aussi. Et puis, alors, même si le discours, je dirais, officiel de la Réserve fédérale américaine, c'est de miser un petit peu sur une position attentiste, mais en coulisses, on a quand même eu ces derniers jours 2 membres de la Fed qui ont quand même laissé entendre qu'en cas de nécessité, eh bien, l'institution pourrait réagir pour éventuellement soutenir l'économie et un affaiblissement du marché du travail. Donc, si officiellement on n'a pas eu, je dirais, de Fed put, ça en a quand même un petit peu les apparences. Le marché a retrouvé une certaine stabilité, mais on ne peut pas oublier que les tarifs douaniers n'ont pas encore été annulés.
Et voilà pour votre tour de l'actualité du jour. Merci pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Et à quoi servira cet épisode, Jean-Pascal ? Demain, vous pourrez retrouver la rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste vous dévoilera les coulisses du magazine Trends Tendance. Vous pourrez aussi retrouver toutes vos analyses et actualités du monde économique. À demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.